Le Premier ministre malien Choguel Maïga est limogé. Il n'est donc plus Premier ministre du Mali depuis hier soir. Ce limogeage fait suite à ses récentes sorties contre les militaires au pouvoir. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis nous irons au Burkina Faso où le gouvernement a gelé les biens et ressources économiques de quelques centaines de personnes physiques et morales pour un délai de 6 mois renouvelable. Ces personnes sont accusées de participer à des actes terroristes. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Choguel Maïga n'est plus le Premier ministre du Mali. Un décret présidentiel lu mercredi 20 novembre soir à la télévision d'État ORTM par le secrétaire général de la présidence met un terme aux fonctions du Premier ministre et à celles de tous les membres du gouvernement. Ces limogeages semblaient inéluctables après les propos virulents tenus samedi 16 novembre par le désormais ex-Premier ministre. Il avait notamment reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Choguel Maïga avait été nommé en juin 2021 après le second coup d'État malien. La précédente équipe, le président Badao et le premier ministre Mokhtar Ouane avaient tenté d'écarter certains colonels putschistes du gouvernement, ce qui avait provoqué cette rectification de la transition selon l'euphémisme officiel. Choguel Maïga, qui dénonçait jusqu'alors un régime militaire déguisé, choisit de prendre sa part du pouvoir et accède à la primature. Mais en dépit de certaines déclarations fracassantes comme le fameux abandon en plein vol qui visait la France à la tribune des Nations Unies, à peine 3 mois après sa nomination, Choguel Maïga n'exerce pas réellement le pouvoir. Ses relations avec les colonels récemment promus généraux se dégradent progressivement. Depuis 1 an, la tension était montée d'un cran et en mai, l'un de ses proches collaborateurs avait même dénoncé cette éviction du pouvoir, ce qui lui avait valu d'être emprisonné et condamné pour atteinte au crédit de l'État. Choguel Maïga, limogé, devrait poursuivre sa stratégie et tenter de se repositionner en opposant dans la perspective d'éventuelles futures élections. Mais il lui sera difficile de convaincre après 3 ans et demi au service du régime. Choguel Maïga peut aussi désormais redouter la justice de la transition. Ces derniers jours, les organisations pro-junte l'ont accusé de haute trahison et de déstabilisation. Choguel Maïga pourrait à son tour être visé par des poursuites judiciaires, voire même mis en détention de manière préventive, ce qui l'empêcherait de s'exprimer et de mener ses activités politiques. Comme avant lui, de nombreuses figures de la politique malienne toujours détenues et pour lesquelles Choguel Maïga ne s'est jamais battu. Au Burkina Faso, le gouvernement gèle les biens et ressources économiques de plus d'une centaine de personnes physiques et morales, et ce pour 6 mois renouvelables. Parmi elles, l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, des anciens ministres, journalistes, des militaires, des bergers, cultivateurs ou encore commerçants, tous accusés de participation à des actes terroristes. En plus du gel de leurs biens, les personnes concernées ont été notifiées d'une interdiction de voyager durant cette période de 6 mois. Qu'il s'agisse de l'ex-président de la transition du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, des anciens ministres des Affaires étrangères, Djibril Bassolé et Alpha Bari, des journalistes ou encore de plusieurs militaires récemment radiés des effectifs de l'armée. Tous ont été accusés d'avoir participé à des actes de terrorisme ou de financement du terrorisme. Sur cette liste, qui pointe de nombreuses personnalités de premier plan, figurent également de parfaits inconnus tels que des bergers, des maîtres et élèves coraniques, des éleveurs, cultivateurs, commerçants burkinabés maliens, accusés d'association de malfaiteurs terroristes, d'entraînement au combat, de complicité à des actes terroristes ou de détention illégale d'armes à feu. Par ailleurs, 2 groupes terroristes sont visés par ces sanctions, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ainsi que l'État islamique au Grand Sahel. Selon l'arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances Aboubakar Nakanabo, ce gel des biens concerne tout ce qui pourrait être utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services servant le terrorisme. La mesure entrée en vigueur mardi 19 novembre pourrait être renouvelée encore pour 6 mois une fois arrivée à terme.
En République démocratique du Congo, un nouveau front se constitue contre le projet de révision de la Constitution. On y retrouve l'ancien président du pays, Joseph Kabila, et sa plateforme, le Front commun pour le Congo, FCC. L'ancien Premier ministre et désormais opposant Augustin Matata Ponyo. Des figures de l'opposition comme Martin Fayulu et Moïse Katumbi sont aussi dans la même dynamique. Leurs représentants ont signé une déclaration commune ce 20 novembre 2024 à Kinshasa, au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo. C'est à ce jour la coalition la plus large de l'opposition contre le projet de révision de la Constitution. Prenant la parole en premier, Emmanuel Ramazani, ancien candidat à la présidentielle pour le compte du FCC de Joseph Kabila, s'est attaqué à l'argumentaire développé par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui qualifie d'ignominie l'article 217 de la Constitution. Il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, déclarant à Lumumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Est-il besoin de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214 alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre de terre nationale ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Les opposants ont annoncé des manifestations à travers tout le pays et dans la diaspora dans les jours à venir pour défendre la Constitution et barrer la route à Félix Tshisekedi. C'est ce qu'explique l'ancien député Jean-Baptiste, premier vice-président de l'ICD, le parti politique dirigé par l'opposant Martin Fayulu. M. Félix Tshisekedi veut opérer un coup d'État contre la Constitution sur base de laquelle il prétend nous gouverner. Nous allons nous mobiliser. Nous avons gagné des victoires contre la dictature de Mobutu qui a dirigé le pays de 1965 à 1997 contre tous les systèmes dictatoriaux qui ont suivi. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va échapper à notre mobilisation. D'autres initiatives poursuivant le même objectif sont en préparation. Il y a par exemple l'ancien candidat à la présidentielle, Délice Sanga, qui annonce une autre manifestation le 27 novembre à Kinshasa. En République démocratique du Congo, les discussions autour d'une éventuelle modification ou changement de constitution se poursuivent depuis plusieurs semaines. Le camp du chef de l'État Félix Tshisekedi s'est plusieurs fois exprimé en faveur d'un changement de constitution, ce que rejette vivement l'opposition. Ce dernier jour, les débats tournent autour d'un article de la Constitution congolaise, l'article 217, accusé de consacrer carrément la vente de notre souveraineté. Pour l'opposition, il s'agit d'un prétexte. La Cour pénale internationale a prononcé mercredi 20 novembre une peine de 10 ans de prison contre Abdulaziz Al-Hassan, un ex-djihadiste du groupe Ansar-Dine. En juin dernier, celle-ci l'avait reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Tombouctou lorsque le nord du Mali était tombé sous le contrôle de plusieurs organisations djihadistes entre mai 2012 et janvier 2013. La sentence prononcée par les juges de la Cour pénale internationale est clémente. Ce mercredi 20 novembre, l'ancien djihadiste du groupe Ansar-Dine, Abdulaziz Al-Hassan, a été condamné à une peine de 10 ans de prison seulement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre mai 2012 et janvier 2013 à Tombouctou, lorsque le nord du Mali était tombé sous la coupe de plusieurs organisations djihadistes. Contre lui, le procureur de la CPI avait en effet requis une peine beaucoup plus lourde, 22 ans de prison minimum, insistant sur la gravité des faits qui lui étaient reprochés, notamment des actes de torture et des persécutions infligées aux habitants de la ville au 333 pendant toute la durée de son occupation. Pour justifier la peine retenue à son encontre, la présidente de la Chambre, la juge Kimberly Prost, a elle expliqué qu'Abdulaziz Al-Hassan n'était qu'un simple commissaire de la police islamique, non son plus haut responsable. Sa responsabilité découle principalement de son rôle au sein de cette structure établie par Ansar-Dine et du rôle que cette police a elle-même joué dans le système répressif créé par le groupe djihadiste à Tombouctou entre 2012 et 2013. L'un et l'autre étaient certes considérables et en même temps, M. Al-Hassan n'était pas une figure centrale de l'appareil de direction d'Ansar-Dine. Il ne faisait pas partie des personnes qui ont conçu le projet criminel de cette organisation, a-t-elle déclaré. Si les parties peuvent encore faire appel de la sentence, la procédure de réparation pour les victimes devrait, elle, bientôt commencer.
Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a présenté mercredi une réforme constitutionnelle qui prévoit le passage du mandat présidentiel de 5 à 6 ans. Il devait être adopté sans problème, le parti présidentiel contrôlant l'Assemblée nationale. Le président nicaraguayen Daniel Ortega a présenté mercredi 20 novembre au Parlement une réforme constitutionnelle qui accroît son contrôle sur la société et élève son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, au rang de coprésidente. Le projet, qui fait passer le mandat présidentiel de 5 à 6 ans et impose des restrictions aux médias, a été soumis à l'Assemblée nationale contrôlée par le Front sandiniste de libération nationale au pouvoir, selon un document auquel des médias dont l'AFP ont eu accès. Il devrait être adopté sans problème et d'après la presse pro-gouvernementale, des travaux sont en cours en vue d'une adoption rapide. Daniel Ortega, un ancien guérillero de 78 ans qui a dirigé le Nicaragua dans les années 1980, est au pouvoir depuis 2007. Il est accusé par les États-Unis, Union européenne et les pays d'Amérique latine d'avoir instauré une autocratie dans le pays. Selon le texte de la réforme, la présidence de la République est composée d'un coprésident et d'une coprésidente qui seront désignés lors d'élections organisées tous les 10 ans et non plus tous les 5 ans. Les deux dirigeants coordonneront les organes législatifs, judiciaires, électoraux ou encore ces gérants régional et municipal que la constitution actuelle en vigueur considère pour sa part indépendant. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, lui, Almagro, a condamné le projet y voyant une forme aberrante d'institutionnalisation de la dictature conjugale et une agression ultime contre l'état de droit démocratique, d'après un communiqué. Selon le projet, le Nicaragua s'est défini comme un État révolutionnaire et inclut le drapeau rouge et noir du FSLN parmi ses symboles nationaux. C'est avec cette dernière information que nous mettons terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.